journal de midi. Paul-Bénédicte Boulou. 12h au compteur, nous sommes le lundi 15 juin. Merci de suivre Radio de la Paix pour ce tour d'horizon de l'information. Modernisation agricole en Côte d'Ivoire, la carte du producteur de café cacao devient obligatoire pour toutes les transactions. Dès la prochaine campagne, le Conseil café cacao durcit les règles de traçabilité. Examen scolaire, coup d'envoi officiel ce lundi des épreuves écrites du baccalauréat session 2026 sur toute l'étendue du territoire national. À San Pedro, les autorités éducatives appellent les 9502 candidats de la région à la sérénité et à la discipline. En page internationale, Moyen-Orient, l'Égypte salue l'accord américano-iranien comme un tournant majeur pour la paix. Pour son entrée de la Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire s'est imposée 1-0 face à l'Équateur. Ce succès permet aux éléphants de prendre provisoirement la tête du groupe E aux côtés de l'Allemagne. Vous entendrez dans ce journal le sélectionneur des Ivoiriens. Dans un dossier d'actualité de Stéphane Adams, nous irons dans la région du Guémont, à Thiébly, où les populations lancent un cri de cœur face au dénuement total de ces infrastructures de base. Et puis, urbanisme à Abidjan face au traumatisme des déguerpissements. Comment concilier le droit au logement et la modernisation de la capitale économique? On en parle avec l'invité de la rédaction, Dr Landry Amoussou, interrogé par Jean-Claude Comé. Voilà pour l'essentiel. Nous ouvrons ce journal par le secteur agricole. La filière café-cacao en Côte d'Ivoire a franchi une étape décisive dans sa modernisation à l'occasion d'une conférence de presse le vendredi dernier à Abidjan Plateau. Le directeur général du Conseil café-cacao, Koné Brahima Yves, a présenté les avancées du système national de traçabilité. Parmi les mesures phares, la carte du producteur devient désormais indispensable pour toutes les transactions dès la campagne 2026-2027 afin de répondre aux exigences des marchés internationaux. Les explications de Matatouré. La principale annonce de cette rencontre concerne l'obligation de détenir une carte de producteur pour toute transaction de café ou de cacao enregistrée dans le système national de traçabilité à partir de la campagne principale 2026-2027. Koné Brahima Yves, directeur général du Conseil Café Cacao. Cette avancée constitue une garantie pour nos partenaires internationaux, mais surtout une opportunité pour renforcer la crédibilité et la compétitivité de notre cacao et de notre café. La détention et l'utilisation de la carte du producteur deviendront obligatoires. Une réforme saluée par les acteurs de la filière. Koné Ismaël est le représentant du groupe des négociants ivoiriens GNI. Ce système permettra au planteur de documenter précisément sa production année après année, ouvrant ainsi la voie à une meilleure bancarisation, à un accès facilité au crédit, à des financements accrus via les exportateurs. Même satisfaction du côté des partenaires techniques, Lionel Soulard. Les résultats qu'on a vus sur le terrain sont très encourageants. Déjà, je peux dire qu'il y a des volumes importants qui ont été achetés, qui ont été tracés et payés sur la carte du producteur. On regarde aussi le taux d'enrôlement des producteurs qui progresse. Avec l'entrée en vigueur prochaine de ces nouvelles directives, la Côte d'Ivoire entend renforcer la traçabilité, la transparence et la compétitivité de sa filière d'exportation tout en offrant davantage de garanties aux producteurs. Restons dans le domaine économique, mais cette fois-ci à l'intérieur du pays. À l'initiative de sa section de Boaké, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACSI, s'est penchée sur la question de la saine concurrence. Elle a formé le week-end dernier ses membres de la région du Béquet sur les notions de concurrence déloyale. On en sait un peu plus avec notre correspondant Joseph Assalé. Concrètement, qu'est-ce qui a été enseigné aux participants? Nguessan Kouadio Michel, vice-président de la commission de la concurrence. Faire appliquer les règles visant à réprimer les cas de pratiques de concurrence déloyale, les cas de mauvaises pratiques d'entente concurrentielle, mais en même temps veiller aussi à certaines recommandations, prendre des avis, notamment les cas de fusion, acquisition, fusion, absorption dans l'espace UOMOA, dans l'espace CEDEAO. Il
Il souligne que tout cela s'inscrit dans une politique de développement économique. Monsieur le Président Alassane Ouattara, dans sa volonté de soutenir efficacement le développement économique de la Côte d'Ivoire, a créé plusieurs instruments, notamment la Commission de la concurrence, qui est le régulateur du marché économique. Et la Commission de la concurrence de la Côte d'Ivoire s'ouvre bien entendu sur les organes de l'UEMOA et de la CEDEAO. Ceci pour encadrer le bon fonctionnement de l'activité commerciale et qu'il y ait une pratique saine du commerce en Côte d'Ivoire. Doumbia Soumaïla, le président des commerçants de Bouaké, section FENAXI, rassure. Au sortir de ce renforcement des capacités des acteurs, les commerçants auront désormais une connaissance sur les voies de recours. À l'occasion de cet atelier de renforcement de capacité, l'on a insisté sur l'affichage des prix, la délivrance de factures aux clients et la détention de la carte de commerçant par les acteurs. Joseph Assalé, Bouaké, Radio de la Paix. Pendant ce temps, à Abidjan, la coopération francophone s'organise face aux risques majeurs. 18 pays francophones d'Afrique ont achevé le vendredi dernier un atelier de formation de 5 jours axé sur l'analyse des données liées aux essais nucléaires, aux séismes et aux catastrophes naturelles. Initié par l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, cette rencontre vise à optimiser l'usage des données pour renforcer la sécurité et la prévention sur le continent. Le compte rendu est signé Ismaël Ango. Pendant 5 jours, près de 40 experts africains ont été formés à utiliser des données scientifiques. Elles servent à détecter d'éventuels essais nucléaires, mais aussi à mieux comprendre les tremblements de terre et les tsunamis. Parmi les participants, Ki Adja Fatmata, analyste à la station géophysique de Lamto. Pour elle, l'enjeu est d'améliorer la qualité des rapports sur les séismes. Quand il y aura un événement qui viendra au niveau de notre station, les données du CTBTO au niveau de l'IMS vont nous permettre, avec nos données que nous avons au niveau national, de faire une bonne évaluation de données, un bon pronostic. Ces informations ne servent pas seulement à prévoir les événements, mais également à mieux protéger les populations. La chercheure algérienne Abès en donne un exemple dans le domaine de la construction. Toute la donnée qu'on peut avoir, elle va nous servir dans le calcul du code pour que les buildings qu'on construit vont être capables de supporter le choc qui va venir à travers le séisme après sa survenue. À travers cette formation, les pays africains cherchent à mieux exploiter leurs données scientifiques pour prévenir les risques naturels et protéger les populations. Top départ, nous le disions ce lundi pour les épreuves écrites du baccalauréat 2026 au lycée moderne Inagui de San Pedro. Dans cette région administrative, 9502 candidats sont sur la ligne de départ. Sur les milliers de lycéens qui composent dès aujourd'hui et ce jusqu'au 19 juin prochain sur toute l'étendue du territoire national. Pour ce premier jour, les autorités éducatives de San Pedro ont fermement appelé à la discipline et à la responsabilité, érigeant la lutte contre la tricherie en priorité absolue pour garantir la valeur du diplôme. Le point sur l'ambiance dans les centres de composition avec notre correspondant dans le Bassa Sandra, Kofi Benson. Épreuve écrite du baccalauréat 2026, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de cet examen de fin d'année, selon Kofi Kwaku, directeur régional de l'éducation nationale à San Pedro. Dans la draine de San Pedro, nous avons 9502 candidats. Tous les acteurs, enseignants, chefs de centre, membres du jury sont tous mobilisés et présents à leur poste pour réussir le bac session 2026 à San Pedro. Occasion pour Traoré Djibril, secrétaire général 1 de la préfecture de San Pedro, d'inviter les candidats à la sérénité sans tricherie. Candidat, je voudrais vous encourager à avoir confiance en vous-même, mais surtout à faire en sorte que la crédibilité de cet examen-là soit au summum, qu'il n'y ait aucune fraude. Ne pensez pas à la fraude. Ce qui est dans votre tête, c'est ce qu'il faut ressortir. Et ce que vous n'avez pas vu, on ne va pas vous le donner. Donc je voudrais vous encourager. Pour que notre diplôme continue d'avoir de la valeur à l'extérieur, il faudrait que chacun joue sa partition. Mais en premier, vous les élèves. Alors je voudrais déjà vous encourager, mais vous demander surtout de faire preuve de beaucoup de maturité d'esprit, de concentration, parce que vous en avez dans la tête. Réaction de quelques candidats avant le lancement des épreuves. Zara Lassini, les sentiments sont un peu partagés, un peu de peur, un peu de confiance. J'espère que les journées vont très bien se passer. Je crois qu'on est là pour prouver de quoi on est capable. Et si on veut montrer de quoi on est capable, on n'a pas besoin de la tricherie. Zara Souba Biba, j'entame cette première journée avec la tranquillité. Je compte me concentrer sur ma feuille, sur mon sujet. Je fais ce que je connais. Ces épreuves écrites prendront fin le 19 juin prochain. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Transport urbain et régulation au chapitre de la sécurité routière. L'atmosphère est tendue entre le ministère des Transports et les transporteurs artisanaux. La direction générale des transports terrestres et de la circulation somme les propriétaires de minibus communément appelés BACA de retirer avant le 30 juillet les structures métalliques artisanales fixées à l'avant des véhicules appelés aussi des bagaou, ainsi que les bavettes installées sur les pneus. Une décision fermement contestée par la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire qui appelle plutôt à des sanctions individuelles. Les explications de son président Touré Adama. Nous avons des problèmes plus importants que des dabagao et des bavets. Au lieu de régler ces problèmes majeurs, on s'attarde sur les artifices que nos véhicules ont. On ne voit pas l'importance de créer un palabre pour ça. Jusqu'à dire que jusqu'au 30 juin, si on n'en est pas les dabagao, on n'en est pas les bavettes, on va mettre les véhicules en fourrière. Et le DG du transport a décidé ça comme ça, unilatéralement, sans aucune consultation préalable. Peut-être il a consulté un autre syndicat, mais nous n'avons pas été consultés. Nous ne voulons pas être éternellement sous pression. Notre ministère du Transport est devenu un ministère répressif. Aucun conciliabule, aucune consultation, aucun état général des transports, on n'a jamais eu d'atelier, d'information, de quoi que ce soit. On est là, on nous réprimande seulement. Les gros cas mettent ce qu'on appelle Davagaou là pour protéger les phares. Un seul phare de cas, c'est près de 200 quelques mille francs. En cas d'accident, qui les aide à payer? On peut comprendre qu'on spécifie pour dire les BACA, on fait de l'exagération pour foncer sur les gens. Mais ça, c'est toujours l'incivisme et l'indiscipline des conducteurs. C'est pas autant généralisé. Les cas disent que si on leur fait ça, ils vont garer. Maintenant, les bavettes qui mettent sur les pneus, est-ce que vous trouvez que ça, là, c'est une décision ministérielle d'interdire ça? Quand ils voient la visite technique n'a qu'à arriver simplement. 30 juin, tout peut arriver. Nous ne souhaitons pas, on veut la paix. Nous espérons qu'ils vont entendre le message et qu'il y aura une rencontre. Voilà, Touré Adama, président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, a été joint par Nelly Dali. Santé publique, une goutte d'humanité, donnez votre sang, sauvez des vies. C'est le mot d'ordre hier dimanche en Côte d'Ivoire à l'occasion de la 23e journée mondiale du donneur de sang. La célébration officielle s'est déroulée au Centre national de transfusion sanguine CNTS de Trècheville pour rendre hommage aux donneurs bénévoles. Pour répondre à la demande, le gouvernement affiche ses ambitions entre l'extension promise du réseau national et le maintien du prix de la poche à 3 000 francs CFA. Professeur Yassongi Mamadou Sekongo, directeur général du CNTS. Si une personne volontaire ne vient pas s'asseoir, tendre son bras pour qu'on puisse prélever un fait de ce liquide que Dieu a mis en lui, on peut pas sauver des malades. C'est à juste titre que l'OMS a demandé de leur dédier au moins dans l'année cette journée. 14 juin, quand on check nos stocks, on doit avoir 15 000 poches en stock. Et ces 15 000 poches doivent être équilibrées pour tous les groupes sanguins. On connaît la répartition des groupes sanguins en Côte d'Ivoire. On sait que le groupe O représente 50%. Le groupe A représente autour de 21%. Donc vous devez avoir autour de 3 000 poches A en stock. C'est pareil pour le groupe B, et ainsi de suite. Pour ne pas qu'on soit en train de pourrir chaque fois en urgence. Souvent, il y a des appels sur les réseaux sociaux pour dire que mon parent est O positif. On ne doit plus assister à ce genre de situation-là. Et c'est pas impossible. Pour que nous puissions faire ce genre de stocks, il faudrait que tous les jours, 2000 personnes vivant en Côte d'Ivoire décident de faire leur plan de sang tous les jours. Nous sommes 33 millions d'Ivoires. Et dès l'instant où nous arriverons à avoir ces stocks de 10 jours, nous pouvons clamer haut et fort la Côte d'Ivoire est sécurisée en matière de satisfaction des besoins atterristes. Mais les besoins en matière de sang sont constants. Ils sont permanents. La mobilisation doit être non seulement nationale, mais elle doit se faire sur toute l'année. Le rythme des dons de sang, c'est tous les 2 mois. Professeur Yassongi Mamadou Sekongo, directeur du Centre national de transfusion sanguine. Société Inclusion, direction d'Aloa où s'est tenue la 12e journée internationale de sensibilisation à l'albinisme ce samedi, portée par l'ONG Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, sous le thème Fièrement dans sa peau, célébrons toutes les couleurs de peau. Cette édition a été l'occasion de dénoncer les discriminations et de plaider pour une meilleure insertion de ces personnes dans les politiques de santé et d'éducation. Les propos de Koulibaly Mamidou, président de l'ONG, au micro de Jean-Noël Kwame. Cette année, nous avons choisi de réfléchir autour du thème prendre en compte les capacités des personnes atteintes d'albinisme dans le développement socio-économique et culturel de la Côte d'Ivoire. Les personnes atteintes d'albinisme demandent simplement la dignité, l'égalité, l'accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins, la santé. L'albinisme ne réduit ni l'intelligence, ni les compétences, ni
le potentiel d'un individu. Les personnes atteintes d'albinisme possèdent des talents, des savoir-faire et des capacités qui peuvent contribuer efficacement au développement de notre nation. Lorsqu'elles bénéficient d'un environnement inclusif et favorable, nous appelons l'ensemble des acteurs à renforcer l'inclusion, la protection et la promotion des droits des personnes atteintes d'albinisme. À toutes les personnes atteintes d'albinisme, soyez fiers de ce que vous êtes. Croyez en vos capacités, que cette célébration renforce notre détermination à bâtir une Côte d'Ivoire plus juste, plus inclusive, respectueuse de la dignité de chacun. Koulibaly Mamidou, président de l'ONG des bien-être des albinos de Côte d'Ivoire. Au Moyen-Orient, le Caire applaudit l'annonce surprise d'un accord global entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban. Dans un communiqué publié ce lundi, la diplomatie égyptienne qualifie cet événement de tournant majeur capable de restaurer la stabilité régionale et internationale. Cet accord prévoit notamment l'arrêt des hostilités et la réouverture du détroit d'Ormuz, une voie vitale pour le commerce mondial de pétrole. Le document sur lequel se sont entendus Washington et Téhéran n'a toutefois pas été rendu public dans l'immédiat. Il y a à ce stade peu d'indications sur la question importante du programme nucléaire iranien. Mondial 2026, Emer Safaye savoure le succès des éléphants mais garde les pieds sur terre. Après la victoire arrachée dans les derniers instants face à l'Équateur grâce à Amad Diallo, le sélectionneur ivoirien s'est présenté face aux journalistes pour analyser cette entrée réussie. Suivant un extrait choisi de sa conférence de presse après match. On est venu avec des ambitions. On n'a pas envie de juste venir visiter les États-Unis et repartir après le premier tour. Donc tout se passe bien pour le moment. Dans la préparation, comme vous l'avez dit, on a battu la France. Ce soir, on démarre la compétition avec une victoire sur une très très bonne équipe d'Équateur. Ça a été difficile, mais on a su tenir. Ils nous ont imposé un pressing qui nous a parfois mis en difficulté. Ils se sont créés des grosses opportunités sur les erreurs individuel qu'on a commis en première mi-temps. Après, on était un peu mieux qu'eux, à mon sens, en deuxième mi-temps. Après, on a su marquer pendant notre meilleure période, alors que eux n'ont pas su marquer pendant leur meilleure période. Mais c'était un bon match de foot. On savait très bien que c'était une très bonne équipe. Ça montre que ce groupe a beaucoup de détermination et beaucoup d'abnégation et qu'elle ne lâche rien. La réaction du sélectionneur ivoirien Emer Safaye en conférence de presse après la rencontre Côte d'Ivoire-Équateur. Place à l'actualité, le dossier d'actualité de ce lundi dans la région du Guémont. Le village de Thiébly lance un véritable cri de cœur face au dénuement total de ses infrastructures de base. Routes impraticables, absence de centres de santé et manque d'eau potable rythment le quotidien difficile de ces populations qui interpellent les autorités. Voyons les détails de cette situation précaire dans ce dossier d'actualité signé Stéphane Adams, notre correspondant régional dans le Tonpi. Situé à une dizaine de kilomètres de son chef-lieu de sous-préfecture Koa, dans le département de Fakobli, région du Guémont, le village Thiébly est une zone forestière où hommes et femmes s'activent dans le domaine agricole. Derrière ce décor quotidien se cache une autre réalité. À Thiébly, presque chaque conversation finit par évoquer une urgence. La première urgence, la route. Une piste devenue difficilement praticable, conséquence que relève ici le chef du village intérimaire, Douo Benjamin. Depuis 2018, la route a été refoulée. On se déplace difficilement. Parce qu'on a un problème de la route, problème de nos routes là fait que les camions rentrent pas dans nos villages. En plus du manque de véhicules pour le déplacement, s'ajoutent les difficultés d'évacuation des malades, ainsi que l'acheminement des produits agricoles vers les villes environnantes. Les habitants dépendent presque exclusivement des motos. Un isolement, selon les populations, freine le développement de toute la localité. Les difficultés se lisent également à l'école primaire publique. Face à l'augmentation des effectifs, certaines classes sont installées sous des paillotes. Lorsque les pluies tombent ou que le vent souffle, les cours sont perturbés. À cela s'ajoutent d'autres insuffisances.
qu'énumère ici l'enseignant du dit établissement, Bailly Hervé. On est confronté à des difficultés telles que celles que vous voyez. Je suis au CM2. Normalement, les élèves de CM2 sont censés être dans une classe normale, mais nous sommes exposés. On voit les passages des animaux, vous voyez, nous sommes sous des paillotes. Vraiment, on a besoin de l'aide de l'État. Sans un meilleur cadre, un cadre confortable, on ne peut pas avoir de meilleur apprentissage. Mais l'urgence qui revient le plus souvent concerne l'eau. Chaque jour, les femmes parcourent plusieurs fois le même trajet vers le marigot devenu l'une des principales sources d'approvisionnement du village. Une eau utilisée pour la cuisine, la lessive, la toilette et parfois même pour la consommation devenue aujourd'hui source de danger. En témoigne Dame de Monseilly, Agnès. Cette eau, nous lavons, nous buvons, nous faisons tout avec cette eau. On a un grand souci d'eau potable. Ceux d'en haut même souffrent énormément. Cette eau-là, les gens meurent beaucoup parce que souvent des cadavres dans l'eau, les gens défectent dans l'eau, les bœufs viennent boire dans l'eau. Vraiment, donc on a un grand souci d'eau potable. En somme, beaucoup réclament désormais l'installation d'un château d'eau à Thiébly. Même la santé porte les traces à compte inachevées. Derrière les hautes herbes se dresse un bâtiment jamais achevé. Le manque d'électricité est visible. À Thiébly, les besoins sont nombreux. Stéphane Adams, Radio de la Paix. L'invité de la rédaction est le professeur Landry Amoussou, enseignant-chercheur en droit à l'université Pélé-Forogon Koulibaly de Korogo. Face à Abidjan au défi de la modernisation, comment concilier le droit au logement et les impératifs de l'urbanisme? Les opérations de déguerpissement menées ces derniers mois par le district autonome d'Abidjan suscitent une vive émotion et des interrogations juridiques et sociales. Pour faire la lumière sur l'arsenal légal et les solutions d'accompagnement des populations, Dr Landry Amoussou répond aux questions de Jean-Claude Comé. Docteur Landry Amoussou, bonjour. Bonjour. Le district autonome d'Abidjan, en brandissant le principe d'ordre urbain, a commencé à mener des opérations sur la ville d'Abidjan, des opérations de démolition, de déguerpissement dans tout Abidjan. Alors, sur la base de ces prérogatives, est-ce que le district a ce droit-là de mettre de l'ordre au niveau de la ville d'Abidjan? Oui, effectivement, dans les attributions du district, ils ont pour mission effectivement de garantir un certain ordre, ce qu'on appelle ici l'aménagement du territoire. Ils ont cette compétence pour s'assurer que les habitations respectent le plan d'urbanisme d'Abidjan, pour éviter le désordre, pour éviter effectivement des installations anarchiques. Mais il est constaté justement que ces actions sont menées dans des communes donc d'Abidjan sous la forme juridique. Comment le district doit intervenir? Ah oui, la loi qui détermine ses compétences va lui donner un territoire sur lequel ils peuvent déployer leurs actions, ce qui est normal. Mais la loi donne les conditions dans lesquelles ces déguerpissements doivent s'opérer. Dans le cas contraire, on viole effectivement les droits de ceux qui y résident, même si c'est de façon anarchique. Il y a toute une procédure à respecter, ne pas effectivement que le droit des uns et des autres soit violé. Vous parlez de droits justement. Nous savons que selon les principes universels, il y a ce qu'on appelle le droit au logement inscrit dans notre constitution. Est-ce que ce droit-là prévaut lorsqu'il y a nécessité de mettre en ordre l'évolution urbanistique d'une ville, notamment d'Abidjan? Oui. Il y a le droit au logement qui est reconnu à chaque citoyen, mais il y a également la protection du domaine public, il y a également le droit de propriété. Donc il y a énormément de droits qui se chevauchent dans ce type de dossier. Parce que chaque Ivoirien, effectivement, a ce droit constitutionnel au logement. L'État doit créer des conditions pour que chaque Ivoirien puisse au moins avoir un logement décent, mais en même temps la pression sociale, la pression économique fait en sorte que certains Ivoiriens sont par devers, eux, obligés de construire des maisons de fortune pour rester à côté de l'activité économique. Parce que si vous remarquez dans le Grand Abidjan, il y a énormément de constructions. Les gens construisent des maisons parfois à coût de millions et il leur faut de la main-d'œuvre. Donc Abidjan est devenu une source de revenus économiques. Voilà, on a besoin de maçons, on a besoin de plombiers, mais tous ces maçons et plombiers, ils vivent malheureusement dans ces bidonvilles. Donc lorsqu'on brandit le spectre de l'aménagement du territoire, il faut également avoir une pensée pour ceux-là qui sont dans les bidonvilles, pas devant eux. C'est la raison pour laquelle le déguerpissement, même s'il a un fondement juridique,
heurte un peu la sensibilité des uns et des autres parce que c'est pas vers eux qu'ils occupent illégalement le domaine public ou parfois le domaine privé. Dans la procédure d'action, nous notons que justement avant cette opération, il y a en termes administratifs cette mise en demeure et ensuite le district est passé à l'action. Est-ce que, au vu de l'approche, vous en tant que juriste, le district a respecté cette procédure-là? De façon générale, les décaissements obéissent aux mêmes critères généraux, c'est-à-dire il y a d'abord la notification, il faut que les populations, parfois de bonne foi, soient informées du décaissement et parfois il faut ajouter un reclassement ou bien une indemnisation. Et lorsque tous ces éléments sont réunis, je pense qu'en aparté, il y a toute une série de procédures qu'il faut et puis après, on procède au décaissement. Le décaissement va concerner vraiment une minorité réfractaire. Voilà. C'est quand il n'y a pas d'accord préalable, lorsqu'il n'y a pas juste rétribution des déguerpis, qu'effectivement les problèmes commencent. Alors, sur la base donc de cette loi au logement reconnue par l'État à tout citoyen, est-ce que dans une procédure de démolition ou de déguerpissement, il faut pouvoir soit indemniser ou recaser si possible avant de passer à l'action? Ah non, c'est-à-dire le droit au logement ne signifie pas que l'État doit donner un logement à chaque Ivoirien. Simplement dit, l'État doit créer les conditions, doit s'assurer qu'au moins chaque Ivoirien ait un minimum de logement décent. Voilà, donc c'est à l'État de mettre en œuvre toute une politique de logement pour que les Ivoiriens puissent être logés. Mais ce qui est gênant, c'est qu'on laisse des populations s'installer sur des sites qui parfois ne sont pas adaptés. On les laisse parfois dans une grande précarité et quelques années plus tard on dit écoutez, dégagez. C'est là qui gêne. Justement, il y a des voix en tout cas d'autorités locales, notamment des élus de certaines communes qui pointent aussi la procédure, une non-concertation dans cette politique de déguerpissement. On parle notamment du cas de Port-Boué. Est-ce que en termes donc de collaboration et de hiérarchie, le district a ce droit d'intervenir dans des communes sans des échanges avec des collectivités? Bien sûr que non, il faut communiquer, mais parfois, vous savez, les services communiquent mal entre elles. Souvent, dans une même administration, vous allez voir le service A ne communique pas beaucoup avec le service B, parce qu'en dessous de ces communications, parfois il y a des échéances électorales, donc chacun, effectivement, a tendance à retarder l'échelon. Donc, il y a parfois des problèmes de communication. Donc, c'est dans la communication, il faut que le district et puis les communes se mettent d'accord pour dire, écoutez, vous êtes dans des conceptions électorales, nous sommes dans une question d'urbanisme. Il faut qu'on trouve une période pour évacuer, commencer à faire de la publicité, commencer à dire aux gens que le site, on ne peut pas vivre également dans le désordre. En tout cas, merci Dr Landry Amousso pour ces éclairages. Je vous en prie, portez-vous bien. Invité de la rédaction, Dr Landry Amousso, enseignant-chercheur en droit à l'université Peleforo Koulibaly de Korogo, était interrogé par Jean-Claude Comé. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Modernisation agricole en Côte d'Ivoire, la carte du producteur de café cacao devient obligatoire pour toutes les transactions dès la prochaine campagne. Le Conseil café cacao durcit les règles de traçabilité. Examen scolaire, coup d'envoi officiel ce lundi des épreuves écrites du baccalauréat session 2026 sur toute l'étendue du territoire national. À San Pedro, les autorités éducatives appellent les 9502 candidats de la région à la sérénité et à la discipline. Et c'est ici que se referme le journal. Je serai des vôtres à 15h pour un flash. L'information continue avec la revue de presse présentée par Francis Cassi. Juste après, vous retrouverez Didier Blé dans les échos de la Coupe du Monde sur Radio de la Paix. Bonjour.